si tu fais de l'impression 3D et que tu utilises Bamboo Studio comme slicer, alors on va te présenter aujourd'hui 10 astuces à absolument connaître sur ce slicer. Grâce à ces conseils, tu vas non seulement pouvoir améliorer la qualité de tes prints, gagner en vitesse et surtout passer moins de temps sur le slicer. Bref, que du bonheur. Et si tu veux soutenir la chaîne, c'est très simple. D'abord, pense à liker, commenter, partager cette vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup. Et ensuite, sache qu'à la nouvelle école, on est 100% indépendant et cette indépendance, on la doit entièrement à vous qui participez à nos formations à l'impression 3D, que ce soit en groupe ou en individuel. L'objectif de ces formations, à chaque fois, il est très simple, te rendre autonome dans tes projets, que ce soit sur la partie modélisation, mais aussi impression 3D. Donc si jamais ça t'intéresse, sache que ça peut avoir lieu en semaine ou en week-end, en visio et en physique. Les formations qu'on dispense sont reconnues par l'État et finançables jusqu'à 100%. Si tu es curieux, je te mets un lien en description, mais évidemment si tu préfères, tu peux nous appeler. Allez, je passe la main à Paul qui nous a fait comme d'habitude un super tuto. Pour cette première astuce, on va voir ensemble comment utiliser des modificateurs. Donc lorsque vous êtes sur Bamboo Studio, vous pouvez donc importer vos objets et user des modificateurs pour faire des paramétrages spécifiques sur certaines parties de vos objets. Par exemple, ici, donc, je vais chercher à imprimer une caisse et je veux que le fond n'ait pas la même densité de remplissage que le reste de mon modèle. Ici, par exemple, je cherche à avoir une densité plus faible, vu que je vais avoir moins de poids, et que par contre, au fond vraiment de ma caisse, je vais chercher à avoir une densité quasi complète. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir paramétrer ma pièce comme si elle était que sur un seul ensemble. Donc ici, je vais venir changer la qualité, la résistance, passer un petit peu sur tous les paramètres classiques, vitesse, support, etc. Je vais venir mettre une densité pour mon modèle, donc une densité globale, que je vais laisser sur 15% en grille. Et maintenant, je vais venir chercher à modifier uniquement la partie basse, le fond du bac. Donc pour ça, je vais sélectionner mon objet. Je vais passer ici en objet, tout simplement, juste à côté de global. Donc je vais venir paramétrer objet par objet. Alors même si là, dans notre cas, pour l'instant, je n'ai encore qu'un seul objet. Je viens faire un clic droit et je vais venir ajouter un modificateur ici. Modificateurs qui peuvent prendre plusieurs formes. Donc là, vous retrouvez la plupart de toutes les primitives qu'on a sur la plupart des logiciels 3D. Donc des cubes, des cylindres, des sphères, etc. Ça peut aussi être un objet que vous avez déjà préparé en 3D, lorsque vous avez par exemple fait votre objet et que vous avez préparé un objet supplémentaire qui va servir justement de modificateur. Donc moi je ne l'ai pas préparé, donc je vais venir juste prendre un cube classique. Voilà, donc là il me dit bien que je vais basculer vers le mode de réglage par objet, le mode où on était déjà. Et ici ensuite, ce petit cube là, je vais venir tout simplement le déplacer de façon à ce qu'il vienne recouvrir le bas de mon objet. Donc voilà, je viens de le déplacer assez grossièrement comme ça, et ensuite je vais travailler juste avec les outils de redimension. Voilà. Donc là, vous pouvez vous permettre d'être assez grossier, hein. Le but c'est vraiment que ça recouvre toute la zone qui vous intéresse, même si ça déborde un peu, c'est pas très grave, je vais le laisser comme ça. Une fois que c'est bon, je vais venir changer les propriétés de mon cube ici. Vous voyez, j'ai donc mon bac d'origine, et maintenant j'ai le cube qui a aussi des propriétés d'impression. Donc là pareil, je viens dans résistance, je vais modifier le remplissage, je vais le passer sur une densité assez haute, par exemple 80%, voilà. Ici, donc j'ai le petit cadenas qui est apparu, qui me dit donc que j'ai bien un paramètre modifié à cet endroit-là, et si je fais un découpage, je vais voir donc que sur le haut de mon plateau, là où j'aurai du remplissage, donc par exemple, on est passé un peu trop vite, ici, voilà, je vais rester sur quelque chose quand même d'assez faible, donc ce que j'avais mis ici au début, le 15%, et par contre, en dessous, au niveau du plateau de mon bac, hop, voilà, ici, là je vais avoir une densité de remplissage beaucoup plus élevée, donc qui va être de 80%. L'ajout de modificateur, donc ça vous permet de modifier le remplissage, mais pas que, ça agit vraiment sur tous les paramétrages que vous allez faire sur votre impression. Donc que ce soit pour la qualité, pour les hauteurs de couche, pour les vitesses d'impression, pour la solidité comme on a fait, mais également pour les paramètres de support par exemple. Puisque vous pouvez utiliser des modificateurs pour bloquer à certains endroits la mise de support, ou au contraire générer des supports qu'à cet endroit-là, en activant donc les supports sur le modificateur uniquement. N'hésitez pas à l'utiliser également pour venir faire des paramétrages sur tout ce qui va être des trous dans vos objets, sur ou dans vos objets,
Par exemple, dans l'impression d'une figurine, si jamais vous voulez chercher à venir imprimer à certains endroits des petites encoches pour glisser par exemple des aimants, des choses comme ça, mais à l'intérieur même de l'impression. Vous pouvez placer un modificateur à l'intérieur d'une des parois ou à l'intérieur d'un modèle. Deuxième petite astuce, et pas des moindres, cette fois-ci beaucoup d'entre vous risquent déjà la connaître, mais pour les autres elle va être bien pratique, c'est la barre de recherche des paramètres. Tout simplement, lorsque vous êtes en train de préparer vos pièces, c'est possible que vous ayez besoin d'aller chercher un paramètre, mais que parmi tous ceux qu'il y a sur le logiciel, vous l'ayez perdu, vous ne savez plus exactement où il est, et vous galérez un peu à le retrouver. Pour ça, très très simple, vous pouvez utiliser ici, à côté de vos pré-réglages, à droite, juste après la petite disquette pour enregistrer vos pré-réglages, la barre de recherche. Là, vous tapez donc le nom, tout simplement, en fait, du paramètre en question. Par exemple, imaginons que je recherche le lissage, tout simplement. Donc, alors là, peu importe, je vais prendre le premier, de toute façon, ça va m'amener au bon endroit. Et voilà, il me l'a mis un peu en surbrillance ici, en bas. Et donc, je retrouve mon lissage. Donc là, il était dans le même menu où j'étais déjà de base, en qualité, mais imaginons que je cherche quelque chose, par exemple la distance Z des contacts supérieurs des supports. Donc là, ce sera distance Z supérieure ici. Hop, il m'amène dans support et voilà, il me la met en surbrillance ici. Pareil, la distance Z supérieure que je retrouve donc là. Ça marche avec absolument tous les paramètres. Pareil, si jamais j'ai tout à coup un script de post-traitement à faire sur mes impressions, pareil, je tape script et ici, voilà, il me l'a mis en surbrillance en bas. Et donc là, si jamais vous avez oublié dans quel menu vous aviez besoin de venir checker un paramètre absolument, eh bien, n'hésitez pas à utiliser cette petite loupe ici bien pratique qui vous permet de retrouver absolument tout sur Bamboo Studio. On arrive déjà sur la troisième astuce et il est temps d'aller mettre les mains dans le cambouis comme on dit et d'aller toucher au G-code, c'est-à-dire à ce qui sort de votre slicer et qui va être lu par votre imprimante. Donc ce G-code, vous pouvez ajouter certaines choses à l'intérieur de manière à ce que votre imprimante ait quelques actions personnalisées ou que vous ayez accès à d'autres paramètres. Alors nous ici, on va venir ajouter un script de post-traitement, donc c'est un script qui va se lancer à l'issue de l'impression et qui va permettre d'afficher en fait un message personnalisé de fin d'impression. Alors petite mise en garde, ce script de post-traitement, il est valable pour la X1. Attention, si vous avez une imprimante d'une autre marque ou un autre modèle, ce ne sera pas forcément les mêmes scripts de post-traitement. Ça dépend en fait, alors déjà de l'imprimante en soi, mais surtout du firmware qui va permettre de lire le script de post-traitement, puisque les codes qu'on donne dans le script ne sont pas forcément les mêmes suivant le firmware, suivant le modèle, etc. Donc ici, je vais passer dans Traitement directement. Je reste en global. Je vais venir dans le menu Autre et je descends un petit peu de façon à trouver cette fenêtre là. Le script de post-traitement, donc c'est, voilà, comme vous voyez, en fait une fenêtre dans laquelle vous pouvez venir noter certaines actions. Et donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté des codes en fait qui sont reconnus par l'imprimante. Le M400 par exemple me permet de dire à l'imprimante d'attendre que tous les mouvements qu'elle devait faire dans son G-code de base soient terminés. Une fois que c'est le cas, on passe donc à ces G-codes ici qui permettent en fait de venir relever la buse et venir la replacer en position de repos. Donc une fois que la buse est bien relevée, qu'il n'y a plus aucun risque pour l'impression, qu'elle ne risque pas de taper dans les modèles, je lui dis tout simplement d'afficher un message qui est celui-ci, impression terminée. Un message très très simple, vous pouvez marquer ce que vous voulez à cet endroit-là. Et ensuite, du coup, je lui fais faire en plus quelques petites manipulations avec des affichages LED. En fait, je lui fais tout simplement clignoter ces LED, la jaune, la bleue, la rouge, etc. et la blanche, de façon à venir vraiment marquer la fin de l'impression. On pourrait rajouter par exemple un petit bruit, n'importe quoi. Ça fonctionnerait aussi. Ensuite, du coup, je désactive la chauffe de la buse, puis la chauffe du lit. Et ensuite, je lui dis, une fois que tout est terminé, de désactiver les moteurs. Pour aller un petit peu plus loin, une fois que vous êtes bien à l'aise avec tout ce qui est script de post-traitement, vous pouvez également modifier tout ce qui est les G-codes machine. En fait, c'est les parties qui sont automatiquement incluses dans le G-code. Par exemple, tout ce qui est le lancement de la machine, donc lorsqu'elle fait toute sa calibration, etc. Le G-code de fin, le G-code de changement de couche, tout ce qui est inclus vraiment de base dans votre découpage, dans votre G-code qui est en sortie du slicer. Pour ça, c'est très très simple. Il vous suffit d'aller ici sur vos paramètres machine. Donc là, par exemple, moi sur ma X1, je vais venir ici, en haut à droite, sur le pré-réglage.
Une fois que vous êtes là, vous passez directement dans G-code machine. Alors il faudra que vous soyez en avancé, hein, sinon vous n'aurez pas accès à cette fenêtre. Et là, vous retrouvez en fait tous les G-codes de votre machine. En fait, ça c'est vraiment les G-codes de base. Vous pouvez venir parfaitement modifier dedans, il n'y a aucun souci. Soyez juste extrêmement prudent, parce que c'est quand même les G-codes qui font par exemple tout ce qui est l'auto-leveling, la calibration de la buse, la désactivation une fois l'impression terminée des ventilateurs, de la chauffe, voilà. Donc si jamais vous enlevez ou vous rajoutez des lignes, soyez vraiment sûr quand même de ce que vous faites, au risque sinon de dérégler, voire d'endommager votre machine. Ici par exemple, alors sur le G-code de début de machine, donc on retrouve toute la mise en route, hein, voilà. Donc là, il allume HB fan, donc c'est les ventilateurs, reset machine statut, donc ça après c'est tous les calibrages de la buse, voilà, les mises en chauffe. On retrouve la mise en route des ventilateurs, alors des seconds ventilateurs, tac tac tac, on ne devrait pas tarder à retrouver de toute façon tout ce qui est aussi les calibrages, prépare print température et material end, ça c'est quand il arrête la chauffe, quand il atteint le point où il devait aller, ça whip nozzle end, tout ce qu'on a au dessus du coup ça devait être des G-codes de la buse en fait quand elle fait ses calibrages, ok, bed leveling, donc ça c'est quand il fait le niveau du lit, le calibrage, etc., etc. Voilà, vous avez vraiment tout en fait, toutes les actions qu'elle fait au début de votre imprimante, donc c'est ici. Pour la fin, vous retrouvez ça, comme je vous disais, donc pour les changements de couches, et tout ça, vous pouvez venir le modifier. Vous avez vraiment la main dessus. Voilà, c'est à votre portée. Soyez juste encore une fois très très prudent dans ce que vous allez venir modifier. Autant que quand vous rajoutez un script de post-traitement, c'est pas catastrophique si jamais il marche pas. Autant par contre, si jamais vous effacez sans faire exprès tout l'auto-leveling de votre machine, là ça peut devenir un peu plus problématique puisque plus rien ne devrait accrocher au plateau. Enfin, elle va plus venir faire de calibration au début de chaque print. Voilà, voilà. Donc c'est ici. N'oubliez pas surtout, une fois que vous avez fini, si jamais vous voulez sauvegarder vos paramètres, d'enregistrer ici avec la petite disquette, histoire de vous créer un paramètre personnalisé, et comme ça, tout sera enregistré. Retour sur mes deux petits pangolins, et cette fois-ci, on va essayer de paramétrer chaque objet indépendamment l'un de l'autre. Par exemple, sur celui-ci à gauche, je vais essayer de faire une densité de remplissage assez élevée, avec une bordure autour de mon modèle, alors que sur celui-ci à droite, je vais faire une densité de remplissage assez faible, sans bordure autour de mon modèle. Pour ça, alors pas besoin d'utiliser comme on a fait sur la première astuce des modificateurs, on va plutôt passer au paramétrage objet par objet. Ici, dans les traitements, vous voyez que en haut vous avez global, et donc là il va falloir passer dans objet juste à côté. Je retrouve mes deux modèles, donc mes deux flexi pangolins, et je vais m'attarder donc d'abord sur le premier. Ici, dans qualité, donc je suis en couche de 0,2, alors on va laisser ça comme ça, on va plutôt s'attaquer directement à la résistance, et là je suis à 25% en grille. Alors je vais prendre un motif un petit peu plus résistant quand même, je vais prendre du gyroïde, et je vais le monter à 50%. Voilà. Et ensuite, donc j'avais dit que je rajoutais une bordure. Alors ici, je passe dans autre. Elle est en automatique. Je vais la forcer sur l'extérieur uniquement. Et largeur 5 mm. On va baisser à 3. Ensuite, je passe sur mon deuxième modèle. Donc là, vous voyez que ça m'a changé ma sélection. On est passé sur celui de droite. Donc là, je vais venir désactiver la bordure. Et je reviens dans résistance, ici. Et je vais passer en lightning à 10%. Ça me ferait vraiment quelque chose de très très léger. Je n'ai pas modifié l'auteur de couche pour une raison très simple. Alors, parce qu'on n'en avait pas parlé au début, mais surtout parce que ça ne m'aurait pas permis de trancher le plateau. Tout simplement parce que sur les objets multifilaments comme ça, vous risquez d'avoir des petits soucis au tranchage si les objets n'ont pas les mêmes hauteurs de couche, notamment au niveau en fait de la purge de la buse. Ça risque de poser des petits soucis. Si jamais vous faites du monofilament, vous pouvez tout à fait avoir différentes hauteurs de couche sur vos objets. Ici ensuite, donc, vous venez trancher le plateau, ça va charger un petit peu. Et voilà nos objets. Et donc là, si je viens voir à l'intérieur de mes objets, alors est-ce que je vais avoir quelque chose? Parce que là pour l'instant je ne vois que des parois. Est-ce que je vais vraiment avoir du remplissage quelque part? On voit un tout petit peu, peut-être sur la tête. Oh, et encore. C'est vraiment très très léger. Alors, le remplissage, ça va pas trop se voir. Par contre, on voit bien la différence au niveau de la bordure. Là, du coup, elle s'est mise sur notre modèle où on lui a mis une bordure extérieure de 3 mm. Et ici, elle ne s'est pas mise du tout. Voilà. Et donc, passer en objet, comme ça, vous permet d'avoir différents paramètres pour chacun de vos objets. Si c'est un peu trop pénible de passer comme ça sur un objet, puis sur l'autre, afin de comparer les paramètres à chaque fois, vous pouvez avoir un recap, un peu des paramètres généraux, ici, en haut à droite, en venant à côté de Avancer,
sur afficher tous les paramètres de l'objet. Ça vous affiche donc cette petite fenêtre qui vous fait un récap des hauteurs de couche, des densités de remplissage. Donc là on voit bien qu'on les avait bien modifiées. Ici, le premier était à 50% de remplissage, le deuxième qu'à 10. Ici, on avait une bordure extérieure pour le premier, pas de bordure pour le deuxième, donc c'est bien ce qu'on a retrouvé sur notre découpage. Et après, on avait les supports désactivés pour les deux, des vitesses de mur d'impression donc à 60. C'est vraiment les paramètres généraux, enfin les principaux, on va dire, mais ça donne déjà un premier aperçu sans avoir à venir checker dans ces menus ici en bas à gauche. Sixième astuce, et cette fois on va faire un petit peu d'optimisation d'impression des filaments. Alors ce que vous voyez là, c'est un fichier donc, qui sert un peu de test en gros, qui va s'imprimer de plus en plus vite. Alors c'est un fichier relativement simple en fait, voilà, vous voyez c'est vraiment juste un U concrètement. Et ici j'ai pas mal de modificateurs, alors on dirait qu'il n'y en a qu'un seul, en vérité c'est plein de petits modificateurs comme ça superposés les uns sur les autres. Et à chaque modificateur, j'ai tout simplement changé les vitesses d'impression. Là vous voyez que plus on monte, alors là en l'occurrence je suis en train de descendre, plus on va baisser donc dans les vitesses, donc plus on monte, plus on va monter dans les vitesses forcément. Ici on commence par quelque chose vraiment d'assez bas, donc du 80 mm/s, comme vous voyez ici dans l'onglet vitesse, et ensuite donc plus on monte 96, 112, 128, 160, etc. etc. Ça va vraiment me permettre en fait de voir, donc en surveillant mon impression, le moment où tout s'arrête, le moment en gros où mon impression foire un petit peu, de calculer donc à quelle hauteur de couche je suis et donc à quelle vitesse j'étais et d'adapter mes vitesses en fonction. C'est pas forcément à faire sur tous les filaments, mais si jamais vous êtes amené à imprimer du filament technique ou tout simplement que vous recherchez vraiment l'optimisation de vos impressions, vous pouvez faire ce genre de test et ça va vous donner comme ça des vitesses donc, sur lesquelles votre machine peut imprimer, sur lesquelles votre filament en tout cas va pouvoir s'imprimer, et surtout ça va vous permettre de régler le débit de votre machine, le débit volumétrique, en fonction donc des vitesses et donc en fonction du résultat que vous aurez eu directement ici. Donc ce genre de modèle, vous pouvez le trouver très facilement sur n'importe quel site de pièces en ligne. Donc voilà, celui-ci vient de MakerWorld, mais vous pouvez en trouver vraiment sur Cult, sur Printable, sur à peu près tous les sites comme ça, sur Thingiverse, etc. N'hésitez pas à le faire, surtout sur les filaments techniques. C'est vrai que ça peut être pas mal pour vous donner une idée en fait de jusqu'à où votre machine peut aller. Dans la même veine que les impressions qui vont vous permettre de tester un peu les limites de vitesse de l'impression de vos filaments, vous avez les tours de température qui vont vous permettre de savoir précisément à quelle température va s'imprimer le mieux votre filament. Donc ça se présente sous cette forme-là. Alors celle-ci est vraiment assez détaillée, ça peut juste être des étages simples, vous allez pouvoir voir comme ça si ça s'imprime correctement. Là, il y a beaucoup de tests qui sont faits en même temps, notamment des tests de rétraction, des choses comme ça. Vous en avez certaines qui sont combinées également à des tests de vitesse. Et en fait, ces tours-là donc, vont vous indiquer, en regardant une fois que le print sera terminé, quel étage est le mieux, quel étage est vraiment s'est imprimé de la meilleure des manières, et de choisir donc quelle température utiliser pour imprimer vos filaments. Alors encore une fois, pour des filaments standards, c'est pas forcément nécessaire, à part si vous voulez vraiment pousser l'optimisation. Par contre, pour des filaments techniques, notamment dès qu'on rentre un peu sur du TPU ou de l'ABS, des choses comme ça devient intéressant pour trouver vraiment la meilleure température à laquelle va s'imprimer votre filament et éviter comme ça d'en gaspiller dans des prints qui vont pas forcément réussir. Vous pouvez trouver des modèles tout faits directement sur les sites de pièces, sinon il vous suffit juste tout simplement de faire ou télécharger un modèle comme ça de tour étage par étage, et après au découpage de venir mettre soit des modificateurs, donc par étage en donnant donc une température différente pour l'impression, soit après directement au G-code en rajoutant manuellement une fois le tranchage effectué, des changements de température à l'intérieur même de votre G-code, de votre découpage. N'hésitez pas donc à venir le faire pour les pièces techniques plutôt, les filaments techniques. Après, si vous êtes dans un souci d'optimisation, pour du PLA, ça fonctionne très bien aussi. Pour cette 8e astuce, on bascule avec Dobby, donc l'elfe de maison emblématique d'Harry Potter, et on va parler un petit peu d'optimisation des modèles. Là, notre cher Dobby, donc lorsque je clique dessus, j'ai accès à plusieurs infos sur mon modèle. Ces infos, je les retrouve ici, directement en bas à droite. Là, je vois donc ses dimensions, son nom, le volume d'impression qu'il va utiliser, et surtout son nombre de triangles ici.
Si jamais un jour vous avez l'impression que votre slicer se met soudainement à ramer un petit peu, que vous avez l'impression que ça lag, que ça marche plus, c'est possiblement parce que les modèles que vous avez importés sont trop lourds ou juste très lourds tout simplement. Il n'y a pas vraiment de trop lourd, mais lorsque vous avez un trop grand nombre de triangles, donc un trop grand nombre de faces sur vos objets, même pour les slicers, ça devient compliqué à lire. Pour ça, il y a une manière très très simple de venir optimiser ça. Si par exemple vous n'arrivez vraiment pas à découper ou à faire quelque chose, à préparer correctement l'impression, vous pouvez simplifier les modèles. Ça vient tout simplement ici, en le sélectionnant, en faisant un clic droit, venir simplifier ici le modèle. Vous avez également un outil de réparation dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo qui vous permet de corriger les modèles si jamais vous avez des erreurs structurelles par exemple. Et simplifier, ça vient simplement me simplifier son maillage. Donc là par exemple, alors j'ai plusieurs options. Donc ici je retrouve le nom du modèle, donc on est sur base.stl, son nombre de triangles, donc là je suis bien sur 40 000, et après il me propose deux choix, soit de travailler en niveau de détail, donc là je peux rester par exemple voilà, en niveau de détail très haut, donc là il va m'enlever très peu de triangles, vous voyez, parce que ça en fait c'est ce qui va rester, et plus je vais baisser comme ça, plus il va me rester moins de triangles. En moyen déjà on a coupé par la moitié le nombre de bases de triangles, et si je passe en très bas, on est sur moins d'un quart des triangles restants, donc forcément ça va aussi se voir sur mon modèle, puisque si j'enlève des triangles, j'enlève forcément du maillage, donc de la topologie de base, et donc j'enlève des détails. Alors ici, je vais revenir sur moyen, j'ai un second choix, je peux aussi faire un rapport de décimation, qui est juste en dessous. Et là, en fait, ça se base sur un pourcentage, donc c'est le pourcentage de triangle qui va rester à la fin. Si par exemple, je vais sur 75%, alors là, du coup, il me met 10 000 triangles. Alors pardon, c'était l'inverse, c'était le nombre de triangles, excusez-moi, qui va m'enlever. Et donc du coup, là, donc il va m'en rester que 10 000 à la fin. Pareil, du coup, si je reviens sur 25, voilà, là, il m'en enlève qu'un quart, donc forcément, sur les 40 000 de base, il m'en restera 30 000. Alors, je vais revenir sur 50. Je vais juste appliquer pour que vous voyez le résultat. Donc là, ici, j'ai toujours ma pièce sélectionnée. Il me met maintenant que j'ai 20 000 triangles. Alors, c'est pas flagrant. C'est vrai que là, pour le coup, ça n'a pas trop enlevé. Je vais peut-être refaire une simplification, histoire de voir. Voilà, tac, je vais passer à 75%. Et donc là, du coup, il va m'en rester 5 000 à l'issue. Je vais appliquer. Alors, pareil, là, je sais pas si vous avez fait attention. On a surtout vu ici. Ça s'est pas mal affiné. On a perdu quand même un petit peu de détails, que ce soit sur le visage, les yeux notamment, et même sur le reste du corps, ça commence à se voir. Je vais faire un CTRL Z, on va revenir sur 20 000 triangles ici. Tac, voilà, et vous voyez, rien que dans les yeux déjà, on a retrouvé pas mal de faces, on a un maillage un peu plus dense. Je refais un CTRL Z, on repasse sur 40 000, voilà. Et là, donc, on revient là-dessus, et en effet, on voit bien, surtout sur la tunique, etc., c'est quand même un petit peu plus détaillé. Et sur le visage, c'est vrai que ça fait moins coupé à la serpe. Donc ça, cette manière comme ça de simplifier vos modèles, ça permet vraiment de les alléger si vous travaillez sur des modèles assez compliqués. Et si vous voyez que vous avez des découpages qui prennent beaucoup trop de temps, n'hésitez pas à venir simplifier vos modèles. Tout en mesurant comme ça à chaque fois, en restant dans des proportions assez standards, on va dire, vous n'allez pas trop perdre de détails non plus. Surtout si vous partez de très très haut, sur des modèles, des figurines par exemple, voilà, de précision. On va dire que du moment que vous restez à plus de 70 000, 100 000 faces, vous allez quand même être sur quelque chose de correct. Ça dépend forcément de la figurine, mais c'est une moyenne générale. Sur les figurines, on est plutôt autour de 100 000, voire plus. Mais si vous voyez que vous dépassez le million, par exemple, n'hésitez pas à venir simplifier. Toujours sur Adobe, et ça vaut pour toutes les pièces, que ce soit des pièces décoratives comme des pièces techniques, vous allez pouvoir changer l'ordre d'impression des parois. Alors, je m'explique, en soi, ça va changer en fait, est-ce que ça va être plutôt les parois intérieures ou extérieures qui vont s'imprimer en premier, et ça a son importance. Pour les parois intérieures, si elles sont imprimées d'abord, ça garantit une meilleure précision dimensionnelle. Donc ça veut dire que pour des pièces techniques, par exemple, vous allez avoir moins d'écart avec les dimensions réelles de votre pièce. Celles que vous avez faites quand vous avez modélisé la pièce, ou juste les dimensions qui étaient spécifiées sur le modèle que vous avez téléchargé. Si par contre vous imprimez les parois extérieures, ça va donner une surface plus propre à votre modèle. Une surface extérieure plus propre, plus lisse, mieux faite. Donc pour les pièces décoratives, en général c'est mieux. Cette option, elle est dans traitement, ici, en bas à gauche, et dans qualité, dans le tout premier menu. Lorsque vous descendez un petit peu, vous allez avoir ici, dans les réglages avancés, en premier, l'ordre des murs. Par défaut, vous voyez que moi là, je suis sur intérieur, puis extérieur. Donc ça veut dire que si je fais un découpage, voilà, que je viens regarder un petit peu donc dans mes couches, par exemple, ici, au milieu de la tête,
Je vais utiliser la barre horizontale ici en bas pour voir le trajet de la buse. Et donc je vois que ce qui commence à s'imprimer, c'est bien mon contour jaune. Et ici, donc si on zoome, c'est ma paroi intérieure, avec ma paroi extérieure qui est ici à côté et qui pour l'instant n'est pas faite. Si par contre je change, que je passe en extérieur puis intérieur, comme là ça va être le cas d'une pièce décorative, donc c'est plutôt l'extérieur qui m'importe. Voilà, donc je refais mon découpage, je suis sur la même couche, et cette fois je regarde le trajet de la buse, et je vois qu'elle commence par la couche orange, donc la couche extérieure, avec ma paroi intérieure qui est ici, et qui pour l'instant n'est pas encore faite. Et donc je vais voir, voilà, elle va faire vraiment tout le contour comme ça, tout l'extérieur, avant d'attaquer le reste. Ça, donc gardez-le bien à l'esprit, si jamais, pareil, vous voulez toujours venir dans l'optimisation un petit peu de vos impressions. Ordre d'impression des murs, des parois, donc extérieur puis intérieur pour les pièces décoratives, pour avoir un aspect extérieur plus propre, et intérieur puis extérieur pour les pièces plus techniques, si vous voulez être plus proche des dimensions réelles et accorder plus d'importance à ça. Dernière petite astuce, et pas des moindres, puisque celle-là j'en entends parler très souvent, c'est comment organiser correctement vos pièces et surtout comment faire pour qu'elles remplissent tout l'espace qu'il y a sur votre plateau si jamais vous la dupliquez à l'infini. Pour ça, c'est extrêmement simple et ça se fait en 2 clics. Lorsque vous avez sélectionné votre pièce, vous pouvez faire un clic droit dessus et vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, notamment la toute première, remplir le plateau de copies. Ça va automatiquement donc faire autant de copies qu'il peut en placer sur le plateau, donc vous remplir le plateau. Pour réorganiser un petit peu ces copies, vous avez pareil plusieurs choix. Alors ici, lorsque vous sélectionnez une pièce, vous pouvez la déplacer, donc ça c'est logique. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, tout simplement en maintenant CTRL. Donc là, ça va vous permettre comme ça de sélectionner autant de pièces que vous voulez et après de les bouger tout ensemble. Si jamais vous voulez en sélectionner plusieurs d'un coup, faire par exemple un carré de sélection, vous voyez que si vous faites un clic dans le vide, forcément vous allez tourner. Alors c'est très simple, vous maintenez majuscule et il va vous ouvrir un carré. Et là vous pouvez sélectionner donc comme ça toute une moitié par exemple, ou même toutes vos pièces directement. Si jamais quand vous faites le carré, vous voulez sélectionner par exemple ces deux ici en haut, et puis ces deux ici en bas. Si je refais un carré, vous voyez que les deux en haut se désélectionnent. C'est tout simplement puisqu'il faut maintenant maintenir CTRL en plus du majuscule. Et là, si je refais mon carré, hop, il m'a bien pris les deux en haut et les deux en bas. Ici ensuite, une fois donc que vous êtes à l'aise avec ces outils de déplacement, vous pouvez commencer à organiser automatiquement vos pièces. Pour ça, 2 outils dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça fait jamais de mal de revenir dessus. L'orientation automatique, ici en haut, qui va vous permettre donc d'orienter automatiquement vos pièces de façon à ce que votre imprimante ait le moins de support à faire, qu'il y ait vraiment la meilleure orientation par rapport au plateau. Et surtout à côté ici, l'organiser, qui s'appelle l'agencer, voilà ici, et qui va vous permettre de venir choisir donc l'espacement que vous allez laisser entre vos pièces. Par défaut donc il est sur 0, ça veut dire que c'est un espacement automatique. Et ensuite plusieurs autres options, donc notamment la rotation automatique, donc ça revient à faire en fait un placement automatique ici. Autoriser plusieurs matériaux sur la même plaque, donc ça c'est si jamais vous faites du multifilament. Éviter la région de calibration de l'extrusion, donc c'est tout simplement cette région ici où la buse vient tester l'impression au début du print. Et aligner sur l'axe Y, donc ça c'est pour aligner tout simplement sur notre axe vert ici en bas. Si jamais vous avez un jour un doute sur les axes, d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser le petit gizmo qui est ici tout en bas à gauche avec l'axe Z, Y et X. Ensuite donc là je vais juste, alors j'ai qu'un seul matériau donc je vais juste décocher ça, on fait agencer et voilà, bon là ça n'a quasiment rien changé. Mais imaginons que je commence à déplacer mes pièces un petit peu, voilà, n'importe comment, hop, voilà, on va les laisser comme ça et que je refais un agencé. Lui, il va toujours me les replacer du mieux qu'il peut et surtout du mieux pour la machine, pour l'impression. Voilà, donc ça, c'est pour les petites astuces de déplacement. Maintenant, plus d'excuses pour correctement placer vos pièces. Bonne impression! Bon, comme toujours, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions ou si certains passages n'étaient pas très clairs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire tout ça. On lit les messages de tout le monde et on essaye de répondre au maximum. Et évidemment, si tu souhaites te perfectionner en impression et en modélisation 3D, je te rappelle qu'on a des formations en individuel ou en groupe. Donc si tu es curieux, je te remets le lien en description, va voir tout ça ou appelle-nous. Allez, à très vite!